Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Studio Line. Et on est en direct, pas du tout, mais on est quand même là pour vous parler de comics que l'on a lus avec cette nouvelle édition du format Back Issues. Les Back Issues, c'est donc simplement votre revue de chronique de comics avec un numéro spécial VO. Et oui, puisque avec l'ami Corentin ici présent. Moi, bonjour, ça va, comment allez-vous? Ça va très bien, j'espère. Ça va très bien, merci. Nous n'avons pas lu de VO depuis longtemps, en tout cas on n'en avait pas chroniqué en podcast. On s'est dit que donc ça vous ferait peut-être plaisir de savoir qu'est-ce qu'on a lu récemment, qu'est-ce qu'on en a pensé, est-ce qu'il y a des choses qui sont plutôt chouettes ou pas en mainstream et en indé. C'est donc le Back Issues VO de l'été générique. Et après cette superbe chanson que vous commencez à connaître et qui ne vous sort pas du tout par tous les trous à force de la voir toutes les semaines, Corentin, nous allons commencer tout de suite ce Back Issues VO avec Batman Reptilian, un titre sorti sorti dans le DC Black Label. Mais dis-moi, Jamy. C'est un peu Qu'est-ce que c'est alors on va pas vous faire une imitation de C'est pas sorcier pendant une heure et demie. Arseny, c'est un auteur. Ouais, donc Batman Reptilian, donc un titre qui est sorti dans le Black Label, justement qui est écrit par Garth Ennis qui écrit vraiment un titre solo Batman pour la première fois, alors que pourtant c'est un monsieur qui n'aime pas trop les super-héros. Si vous avez lu The Boys ou Section 8 ou Hitman, vous savez un petit peu ce qu'il pense généralement des gens avec des capes, mais donc là il nous livre un récit d'enquête sordide avec un Batman qui clairement est là pas du tout pour rigoler, mais un peu, j'ai envie de dire, on dirait un peu qui compense en fait le fait qu'il a pas de pouvoir en faisant vraiment genre c'est moi qui vous fais le plus peur et tout, un peu toxique quand même ce Batman avec les criminels de Gotham City, cela dit, et donc illustré tout en peinture par Liam Sharp, qu'on avait adoré suivre par exemple sur le Green Lantern de Grant Morrison, mais également avant il avait fait un titre solo Batman Wonder Woman The Brave and the Bold, qui est aussi absolument incroyable, mais là du coup il change complètement de style, puisqu'il est plus du tout dans une approche classique crayonné, ancrage couleur, mais là il est vraiment tout en peinture, façon un petit peu Dave McKean, je dirais. Complètement Dave McKean du coup. Corentin, qu'as-tu pensé de ce premier numéro donc qui nous expose grosso modo le fait que dans Gotham City, il y a eu des rixes entre des super vilains qui ont été retrouvés complètement déchirés, démembrés, et Batman commence à mener l'enquête sur ce mystérieux personnage qui s'en prend à ses vilains habituels, parce que bien entendu quand on est Batman, on se garde ses vilains pour soi, on partage pas avec les autres. Non mais c'est intéressant, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Garth Ennis n'aime pas les super-héros en général, il est connu pour faire des parodies ou des satires de super-héros, et là quelque part ça se voit en fait, c'est-à-dire que c'est une satire embarquée dans un truc classique, c'est-à-dire que Batman est très violent, effectivement ça commence par une scène donc où un boxeur qui a priori agressé, sexuellement, donc violé 2 prostituées, échappe à la justice suite à un vice de forme, comme Bill Cosby, et va immédiatement être du coup confronté par Batman, qui va le provoquer pour l'inciter à attaquer, etc. Et en réponse de quoi Batman pourra lui briser les os et le mettre dans un hôpital jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est un Batman très millerien, quelque part. En self-défense. En self-défense, effectivement, parce que Batman ne brise pas les lois, en tout cas pas toutes. Après, c'est vrai qu'il est quand même en mode, t'as Daron, la grosse chouin, et, c'est ça, voilà. Et après, il fait, zut, self-défense, les gars, désolé. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir justement, de faire un comparatif entre parce que tu dis graphiquement, oui, c'est du Dave McKean, c'est du Bill Sienkiewicz. Aussi, voilà. Ouais, et c'est aussi un petit peu du Simon Bisley. Du Simon Bisley. Ah tiens, intéressant. Avec les visages déformés un peu. Effectivement, mais même l'usage de la couleur effectivement fait très Bisley, parce que c'est plus du coup au niveau de la couleur de la peinture numérique, assez criarde, assez criarde finalement. Mais après ça fait vraiment c'est comics punk britannique un petit peu. C'est ça, mais l'esthétique même, tu vois, avec les espèces de la cape qui fait les sortes de tentacules un petit peu, qui est vraiment une reprise du trait de Dave McKean, où c'est les épaulettes de Batman qui faisaient un peu des formes comme ça à la Tim Burton, assez arrondies, un peu spirale. Mais donc il y a vraiment un comparatif à tirer entre le Batman justement de Frank Miller, qui est, comme chacun sait, une version un peu hardcore, un petit peu
extrême, un peu jusqu'au boutiste de la logique Batman, c'est-à-dire que oui, ça reste Batman, mais il va quand même beaucoup plus loin, il est beaucoup plus expéditif, beaucoup plus violent, et il a plus le temps pour ses conneries. Là, en l'occurrence, ce Batman-là, c'est pareil, comme tu dis, ça pousse très loin les stéréotypes du fait que, par exemple, Batman ne tue pas. Il y a une scène où, en gros, Garcenis tord le cou à cette supposition, en fait, en faisant un truc noir, c'est-à-dire que Batman ne tue pas, mais donc, il peut te traquer toute sa vie, il va jamais te tuer, il va te torturer jusqu'à ce que tu craques, donc il est beaucoup plus horrifique. Des dialogues assez percutants, je trouve. C'est assez bien écrit. J'aime beaucoup le Alfred de Garcenis, par exemple, qui est vraiment super cynique, qui, même lui, a l'air d'en avoir marre de ses conneries. Mais il y a aussi une parodie vraiment assez acide. Par exemple, quand le manoir Wayne est visité par de jeunes gens de l'orphelinat, Alfred dit qu'il va après, il va fumiger, enfin, comment on dit en français, il va nettoyer la maison à coups de fumigène tellement les gamins risquent d'amener des puces et des punaises de lit éventuelles. Nous connaissons ce problème, n'est-ce pas? Là, pour le coup, tu vois, c'est vraiment un truc en mode genre Batman est un milliardaire. Et donc, quelque part, même s'il envoie de l'argent au peuple, ça reste un milliardaire et donc pas forcément un mec très sympa. D'ailleurs, il est pas très sympa pendant toute la BD. Ah non, ouais, il est même antipathique, hein, disons-le clairement. C'est pas le Batman que tu as envie d'admirer. Clairement, c'est un sale type, hein, quand même, ce Batman-là. Oui, clairement, mais justement, c'est parce que justement Garcenis, je pense, n'a pas envie en fait de faire de Batman une figure héroïque, bienveillante. Tu vois, c'est pas du tout dans le pathos, c'est pas dans le côté mes parents sont morts, bouhou. C'est vraiment juste le côté. C'est pas le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Voilà, c'est le Batman que Garcenis imagine, c'est-à-dire avec ses qualités, justement, le côté violent, le côté détective, le côté impressionnant physiquement, et ce côté aussi, justement, qui est tout à fait critiquable et qui est pas un justicier au sens noble, qui est pas un chevalier noir, qui est vraiment une brute, et qui en fait tient Gotham sous sa coupe. Donc c'est une sorte de double rapport assez à la fois où on dirait que lui n'a pas envie d'être là, mais quelque part, du coup, comme il est là, il va se plier à l'exercice, parce que c'est pas totalement aussi crado ou même aussi ridicule qu'il y a pu y avoir des images de Batman dans Hitman, t'en parlais, notamment un héros en gris qui reprenait vraiment l'esthétique de Batman et qui tout le temps criait son nom, j'ai oublié son blaze malheureusement, mais qui était vraiment justement une parodie vraiment très frontale de Batman. Il y avait évidemment Section 8 aussi, où il y avait une tacle à Batman qui était assez vénère. Et puis t'avais aussi Trickman qui faisait du rap, encore une fois. Mais là voilà, on est dans une sorte de croisement entre à la fois l'univers de Azzarello et Bermero, tu vois, pour ce côté vraiment très sombre, ouais, très dépouillé, vraiment, où Batman justement est une sorte d'ombre flottante très menaçante. Si vous avez aimé Batman Damned, c'est quand même un peu ce même de registre très poisseux, très désespéré en fait. Ouais, complètement. Et voilà, grosso modo, moi j'ai bien aimé. C'est vrai que graphiquement, c'est effectivement assez dingue de voir ouf, ouais. Sharp, qui est quand même un mec qui au début du numéro, justement, explique qu'au départ, le projet aurait dû être confié à Steve Dillon. Alors j'aurais vraiment, du coup, aimé voir ce que ça aurait pu rendre, parce que Steve Dillon, qui est quand même un trait beaucoup plus classique dans la biblio de Garcenis. Tu sais à qui ça me fait penser aussi à du Glenn Fabry. Du Glenn Fabry. Ceux qui faisaient les covers sur les covers de Preacher notamment, ces visages boursouflés un petit peu déformés et tout, ça fait grave penser à ça. Réaliste aussi, effectivement. Voilà, c'est toujours la même école de toute façon, britannique. Mais complètement. Et justement, ouais, c'est vrai que Sharp, donc il est très versatile justement, ça ressemble pas du tout à son Wonder Woman, ça ressemble pas du tout à son Green Lantern. C'est vraiment, je pense, un hommage conscient et digéré. Il y a des référents évidents, hein, je veux dire, dans le côté silhouette, le côté ombrageux, etc. Certains sourires du Joker qui sont repris à Sienkiewicz. Ouais, c'est assez caricatural. En plus, c'est vraiment des grosses trognes, tu vois, avec un gros pif et tout, qui marche très bien, à mon sens. Donc, effectivement, je savais pas trop quoi en attendre. Alors, du coup, je pense que par contre, le côté des variantes, peut-être spoil un peu le rôle éventuel de Killer Croc, puisque ça s'appelle quand même Batman Reptilian. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vilain qui a été identifié. Tu penses que c'est Killer Croc? Je sais pas, parce que sur les variantes, c'est beaucoup Croc et Batman qui se tapent sur la gueule. Donc, mais est-ce que c'est Croc? Est-ce que c'est pas un ennemi qui est un ennemi saurien du coup qui lui ressemble? Mais je sais pas si c'est Killer Croc vraiment, hein, parce que j'ai l'impression dans les sollicitations qu'il nous disait que c'était quelqu'un d'autre, quoi, que c'était un vilain qu'on connaîtrait pas, mais parce que justement grosso modo ce qui était expliqué un petit peu par DC, c'était que c'était un nouvel arrivant dans la ville qui s'en prend aux malfrats en fait, qui a un rôle de justice aussi, sauf que au contraire de Batman, lui il tue en fait, il n'hésite pas du tout du coup à faire des massacres. Et donc je suis vraiment pas sûr que ce soit forcément Killer Croc, parce que Killer Croc c'est pas du tout son leitmotiv en général. Ouais, peut-être que c'est ça. Après j'espère qu'il nous fera pas justement une sorte de Spider-Man par Abrams, tu vois, où en gros ce sera une sorte de fausse piste un peu éclatée ou un truc trop personnel, parce que moi j'aime bien justement le côté c'est une histoire auto-contenue qui a juste vocation à avoir enfin Garcenis sur ce truc-là, avec un esprit à Batman Arkham Asylum. Même un peu du Richard Corben, tu vois, quelque part dans les gueules, le côté un peu caricatural, les structures. Ouais. La scène où il interroge le vilain, tu sais, où du coup la gueule du mec se découpe comme une sorte de pyramide comme ça, qui fait très justement caricature à la Corben. Enfin, graphiquement, pour le coup, c'est vraiment une claque. Au niveau du scénario, c'est ce qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire que c'est Garcenis qui s'amuse avec Batman
sans forcément essayer de le comprendre, mais en essayant de se foutre de sa gueule tout en rendant hommage au personnage. Donc pour moi, c'est une très bonne lecture pour l'instant. Ouais. Je pense que ça peut désarçonner, très honnêtement, pour ceux qui sont justement des hardcore, du Batman est sympa, du Batman est un héros, Batman est un justicier, etc. N'y allez pas, ça va pas vous plaire. Et ceux qui aiment justement le Batman plus classique et qui par exemple, qui ne supportent pas Night Cries ou qui supportent pas le Batman de Sienkiewicz, le Batman de McKean et compagnie, qui trouvent ça trop chargé, trop compliqué, là, on est vraiment là-dedans à fond, sauf qu'en plus, c'est plus numérique qu'à l'époque d'Arkham Asylum. Donc, à vous de faire votre tambouille, mais pour le coup, moi, j'ai bien aimé. Ouais, très bien. Allez, on passe à la suite sur du mainstream toujours. Hein, chez DC Comics, on avait quelques trucs, quelques lancements à rattraper, donc c'est le moment de le faire. On continue avec Supergirl, Woman of Tomorrow de Tom King et Bilquis Evely. Tom King, donc, qui nous reprend Supergirl. On s'attendait pas à ça. Alors, donc, auteur superstar qui a écrit Batman pendant 3 années consécutives, même 4, non, 3, c'est en 2020 que James Tynion avait repris, qui nous a fait Strange Adventures, Mr. Miracle, dont on connaît Heroes in Crisis, dont on connaît un peu les penchants pour les héros dépressifs, pour les héros torturés. Et donc là, en fait, on est donc dans un pur récit à la fois de science-fiction, parce qu'on est sur une autre planète, et un petit peu de fantasy, puisque grosso modo, on va suivre en fait le destin d'une jeune femme qui voilà, donc une alien dont le père a été assassiné par un vil malfrat, et donc qui va chercher à venger son père, et en fait elle propose d'abord ses services à une sorte de parodie de Conan le barbare dans une auberge dans ce monde donc qui se situe ailleurs, mais qui a vraiment des gros accents de fantasy, un monde un petit peu médiéval, on va dire. C'est de la space fantasy à la John Carter, tu vois. Ouais. Continue. Ok, voilà, ouais. Et en chemin, donc, elle va tomber sur Supergirl qui, elle, en fait, fête ses 21 ans, et donc se bourre la gueule sur cette planète, puisque vu qu'il y a un soleil rouge, ses pouvoirs ne sont pas activés, en tout cas, ils sont supprimés, et donc sa tolérance, a priori, à l'alcool et à tout ce qui peut nuire à son corps, puisque l'alcool, c'est toxique, c'est pour ça qu'on est bourré, c'est parce qu'en fait, c'est une réaction de la toxicité de l'alcool envers notre organisme. Merci, docteur. Donc, de rien. Et donc, voilà, elle est en train de se murger la gueule, et alors, forcément, au début, la nana veut lui proposer, enfin lui demande son aide. Après, elle va refuser. Et puis, au fur et à mesure, elle sera bien contrainte d'accepter. Mais on ne vous dit pas comment, parce que sinon, ce serait vous gâcher un petit peu la lecture du numéro. Est-ce que c'est surprenant, connaissant Tom King, que justement, alors que pour un personnage normalement un peu lumineux quand même comme Kara Zor-El, même si elle a été dépeinte souvent comme une adolescente en crise qui fait la gueule, qui a des réactions un petit peu énervées, c'est quand même un personnage lumineux. Elle est plus généralement lumineuse que l'inverse. Ouais. Je faisais écho surtout à sa caractérisation pendant les New 52. Elle était quand même vraiment présentée comme l'adolescente en crise perpétuelle. Mais du coup, voilà, ma question c'était, est-ce que c'était vraiment surprenant que de voir Tom King sur un personnage lumineux, de quand même dire, la première scène dans laquelle on va la voir, elle est bourrée, elle vomit, et elle est en mode j'en ai marre et tout. C'est surprenant, c'est quand même surprenant, parce que moi, quand la série a été annoncée, j'imaginais vraiment une sorte de suite à Supergirl Being Super, ou à quelque part une sorte de reprise de Life of Captain Marvel, par exemple, tu vois, quelque chose qui irait interroger juste une Kara au quotidien, un peu comme le American Alien de Landis, tu vois, de l'affreux Landis, il faut dire. Et honnêtement, le démarrage sur cette espèce de civilisation où en fait on prend directement le point de vue de la jeune femme, enfin de la jeune fille même, dont le père a été assassiné, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Je n'ai pas vu les previews, je savais pas de quoi ça allait parler précisément. Et le fait de faire de Kara justement une figure plus je vais pas dire maternelle, mais plus lointaine, parce que c'est pas elle l'héroïne, c'est pas elle qui raconte l'histoire, c'est plus une sorte de guerrière, en fait, justement, un petit peu comme dans Strange Adventures, où en fait on voit à la fois le point de vue de Adam Strange sur Ran, et aussi de sa femme sur Terre, et c'est vraiment plus sa femme l'héroïne du récit sur Terre, alors que lui est plus une sorte de chevalier assez noble en plus dans sa croisade spatiale. Là, quelque part, moi j'aime bien ce Tom King, justement, qui va chercher du côté de Flash Gordon, qui va chercher du côté de John Carter pour faire résonner un peu un imaginaire de science-fiction très rétro, très coloré. Je trouve ça assez bien écrit. Enfin, il y a des jeux de dialogue qui sont bien foutus, genre le registre de langage de l'héroïne quelque part, du coup, est plutôt rigolo. Tu sais, la blague où en fait elle croit que les sous-vêtements de Supergirl sont en fait sa tenue de super-héroïne. Rien de dégueulasse, lisez le numéro, c'est pas du tout un truc de cul. Mais après, par contre, ça, t'as raison sur un truc, c'est que je pense que Tom King est physiquement incapable d'écrire une histoire lumineuse et positive. Et que du coup il est obligé, en tout cas au démarrage, d'ancrer ça dans un truc très connu. Et il est très probable que, sans rien divulguer, parce que je pense que c'est assez clair quand même, que a priori Kara est en deuil, et que c'est pour ça que justement elle est venue sur cette planète là pour essayer de se saouler.
Donc pourquoi pas, moi j'avoue que disons qu'elle est toujours alors c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas suivi la continuité, je pense que ça c'est quand même dans la continuité du fait que Kara avait perdu la cité de Kandor notamment. Alors elle avait dans ses aventures, notamment dans la série qui avait été reprise ensuite par Steve Orlando, elle avait réussi à trouver grosso modo quand même moyen de se venger des agissements de Rogolzar, mais voilà, elle porte toujours le deuil d'avoir perdu une partie de sa nation. Tu penses que c'est ça? Moi je pense que c'est même plus moi, je pense direct que ça. Hein. Ah ouais. Enfin, je pense, mais on verra bien, parce que tu sais, il y a un rapport au côté un parent tué, tu vois. Enfin, bref, on verra bien. Il y a Crypto. Oui. Et ça, c'est bien. Crypto, le super chien, parce que c'est un chien qui a une cape. Un Golden Retriever avec une cape, c'est toujours une bonne idée. Dans l'ensemble, j'aime bien l'imagerie développée par Bilquis Evely, parce que justement, c'est vraiment de la science-fiction rétro avec des épées, avec, comme tu dis, Conan le Barbare, le personnage en question, le de mercenaire, évoque ça très clairement. C'est pas forcément lumineux au terme de scénario, par contre c'est très coloré, c'est vraiment dessiné comme de la SF qui pète, pop figure, pop à fond justement, je sais pas pourquoi je vais mettre un substantif derrière. Donc moi j'avoue je suis plutôt intrigué, je sais pas vraiment quoi en attendre, c'est pas vraiment le projet que j'espérais, on va dire, parce que j'espérais vraiment un truc plus Kara et pas forcément une sorte de six-mance, on va dire, entre deux nénettes un peu perdues. Donc curieux, je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais après c'est quand même aussi intéressant de voir Tom King se concentrer sur des personnages féminins vraiment en lead, parce que c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Alors même s'il accordait quand même une certaine place aux personnages féminins, donc avec Catwoman sur Batman, avec Harley et Poison Ivy dans Heroes in Crisis, Barda dans Mr. Miracle, là c'est vraiment quelque chose sur lequel il les met en full frontal, vraiment au premier plan. Et pour l'instant, en tout cas, au sortir de ce numéro, de toute façon, il n'y a pas de personnage masculin qui a l'air d'être du côté positif de la force, quoi, grosso modo. Bah, il y a le père mort. Il y a le père mort. Ouais, mais il est mort. Voilà, mais il est mort, il se fait chasse au début. C'est juste une figure, voilà, qui est présente, qui sert de leitmotiv au final. Tu vois, c'est juste le point d'entrée de l'intrigue. Après, ça peut être cool quand même, parce que ça fait un bail qu'on n'a pas eu une Kara vraiment intéressante. Ou prise justement avec cette distance plus adulte. Parce que là, physiquement, elle est plus grande, elle est forcément plus forte que l'héroïne, elle est plus âgée aussi, donc ce sera peut-être justement un côté qui est mine de rien assez rare. Je veux dire, c'est vrai que Kara en général joue plus une sorte de rôle de petite cousine un peu. De toute façon, elle a été créée pour ça au départ. Après, elle est plus forte, mais le scénario la met quand même en scène sur une planète où justement elle n'est pas en possession de ses pleines capacités, ce qui. Oui, enfin, elle peut quand même encaisser une flèche en plein cœur et survivre, tu vois, donc partant de là. Ouais, mais tu vas. Oui, mais du coup, elle peut pas voler, elle peut pas tirer des lasers, elle a pas la super force et tout ça. Donc, je pense que c'est quand même aussi. Si, elle a la super force. Oui, enfin, elle a en partie la super force. Voilà, mais pas complètement, vu qu'il y a ce soleil rouge. Donc, c'est quand même intéressant de voir aussi que. Alors, certes, Tom King a fait du Superman aussi. Hein, il avait fait le récit Superman. Avec Wii Box, celui où il a des gros gants de boxe, c'est celui-là, Up in the Sky. The Giant. Ouais, c'est ça, le Up in the Sky. Et donc là, il était vraiment avec un héros en pleine possession de ses moyens, alors que là, on est quand même sur le trope un petit peu de on sait pas trop quoi faire de la superpuissance, donc il faut trouver l'élément qui va faire qu'on ramène un personnage surhumain à une dimension plus humaine aussi. Mais moi, j'aime bien ça. Tu vois, c'est comme justement ça me dérange pas du tout, hein. Dans le récent doublé de numéro avec Superman, Clark Kent en l'occurrence, dans Future State, où il y avait ce côté pareil, science-fiction rétro, tu sais, les arènes de l'espace à la World War Hulk, enfin à la planète Hulk, pardon, où tu avais justement ce côté Superman, quand il a juste une épée et pas beaucoup de pouvoir, dans l'arène, ça reste un mec beaucoup trop stylé et qui pète des gueules à foison. Donc pourquoi pas. Et puis c'est vrai que changer de décor, changer d'environnement, c'est aussi la meilleure façon justement de laisser le personnage seul avec lui-même pour raconter un truc sur lui plutôt que de raconter un truc sur son entourage, sa relation aux autres et compagnie. Donc moi je suis quand même assez intrigué. Mais encore une fois, voilà, j'espère que Tom King nous fera pas le coup de, encore une fois, le trauma, la dépression, parce que c'est très bien. Il a son style à lui, c'est normal. Jeff Lemire, on va pas lui demander. Si, tout à l'heure, je vais lui demander de changer un peu de braquet pour faire autre chose que de la famille dépressive. Mais, comment dirais-je, je sais pas. En fait, voilà, je dirais qu'on a tellement peu vu sur les personnages féminins, en plus sur des jeunes personnages aussi, c'est pas un truc qu'il maîtrise, enfin, ou en tout cas qu'il a montré qu'il maîtrisait. Donc, à voir. Pour l'instant, c'est un début intriguant, c'est plutôt beau. Donc, voilà. Quand même une lecture que l'on recommande aussi. De toute façon, en grosso modo, là, on a dû faire forcément, il y a tellement de trucs qui sortent en VO, on est quand même sur une émission où, grosso modo, à peu près tous les titres vous seront recommandés, et notamment parce qu'ils sont tous en plus tous très bien illustrés. En tout cas, c'est quelque chose dont on pourra en rediscuter par la suite. Mais quand même, on est quand même sur des lectures où on est plutôt positif. Hein, voilà, oui. On est plutôt c'est l'été, et donc on en profite avant d'être reconfiné. Allez, on continue avec Infinite Frontier 1, toujours chez DC Comics, qui est le numéro
numéro de démarrage du gros event de l'été et qui fait donc suite au Infinite Frontier 0 qui était sorti au mois de mars dernier après la parenthèse qu'avait été Future State. Donc on est vraiment là pour aborder des intrigues qui avaient été laissées en plan un petit peu jusque-là, qui avaient été abordées peut-être à deux, trois autres endroits. Et donc des questions de multivers notamment, Corentin, des questions de GSA, du devenir de la GSA, et des questions aussi d'aborder en fait de Multiversity même on peut dire. Ouais, de Multiversity, mais voilà, grosso modo après on est quand même du coup assez très peu de temps après la fin de Dark Knight Death Metal. Le multivers a été rétabli. On sait même que d'ailleurs c'est un multivers de multivers, c'est l'omnivers et c'est comme ça qu'il faut appeler ça. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est que la Terre entière est au courant désormais qu'elle fait partie d'un multivers, et donc l'humanité est au courant que potentiellement en fait ils ne sont pas les seules versions, que les gens ne sont pas les seules versions d'eux-mêmes qui existent dans le multivers, et donc ça pose des discussions à peu près partout sur Terre. Et en l'occurrence, on suit d'un côté Roy Harper qui est quand même revenu d'entre les morts depuis Heroes in Crisis, qui a quand même quelques questions existentielles à se poser sur qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis là, et est-ce que son retour était vraiment prévu ou pas dans le rétablissement un peu du grand ordre des choses. On suit également Alan Scott qui a des soucis avec son ancienne équipe de la Justice Society of America et avec ses enfants qu'il a un petit peu délaissé. Moi je trouvais ça ultra convaincant. Pour le coup j'en attendais pas grand chose parce qu'Infinite Frontier 0 m'avait un peu laissé sur ma faim, mais là avec ces idées de parler de multivers, de voir justement alors la scène d'ouverture notamment, c'est quand même le Batman Flashpoint, enfin le Batman de Terre 2 qui atterrit pas de Terre 2, non, c'est Batman Flashpoint, pardon. Oui. C'est ça, c'est Thomas Wayne. Il y a aussi un Thomas Wayne sur Terre 2, mais c'est pas le même. Ouais, c'est ça. C'est oui, non, si c'est Batman Flashpoint, Night of Vengeance. Oui. Qui atterrit en fait. Mari du Joker. Qui arrive sur Terre 23, donc qui est la Terre du président Superman. Donc ça, on ne sait pas trop pourquoi il atterrit là. Il faut savoir que quand même, le Batman de Flashpoint est aussi au centre de pas mal d'intrigues depuis quelques années. On ne sait pas trop vers où ça va, mais ça parle de multivers, ça parle de cette fameuse Terre Oméga qui est le deuxième centre, le deuxième point central du centre multivers, de gravité du multivers, on va dire, avec la Terre principale. Ça parle alors j'ai pas envie de trop en dire non plus, voilà, pour pas spoiler. Ouais. On a quand même déjà dit un petit peu de quoi ça parlait, tout ça, quelles étaient les thématiques. Donc moi, pour l'instant, je sais pas du tout où ça va aussi, mais je suis vachement, moi après ça me parle, tu vois. Multivers, Terre Oméga, moi je suis chaud, et même la conclusion, l'ouverture et tout, je fais c'est intéressant d'avoir ce personnage là qui acquiert ses facultés. Je trouve ça plutôt intelligent par rapport au statut justement de ce personnage. Le mot que tu as utilisé, c'est convaincant. Donc c'est Joshua Williamson à l'écriture, oui, et Xarmanico au dessin. Alors le dessin, c'est un peu classique, je trouve. Il y a une idée qui est vraiment géniale avec un personnage qui revient. Tu l'as pas dit encore, je crois, du coup on va pas le dire. Mais il y a un personnage qui revient qui est lié fondamentalement à l'histoire des Crisis et à l'histoire de la continuité chez DC, donc je dirais pas plus que ça. Mais c'est intéressant de voir comment Williamson construit en fait cette introduction, puisque ça change vraiment après 10 ans de Geoff Jones qui bâtissait les events et de Scott Snyder, d'avoir quelque chose qui justement comme ça est aussi clair, aussi limpide vers où ça veut aller. C'est-à-dire que rappelle-toi quand même du début par exemple de The Button, où il y a vraiment la même scène, on va dire, avec Flash, où tu sais il y a un personnage qui parle à Reverse Flash en extérieur, et il y a ce côté, on sait pas qui c'est, on va prendre le temps, etc. Jones, lui, il est plus dans le teasing. C'est genre cliffhanger, revenez dans... On va construire des petites scénettes où on va juste rappeler ce qu'est l'univers, etc. Là, il y a un peu ça aussi, mais ça va quand même très vite, très loin, tu vois. Et j'aime assez la façon dont Williamson gère l'ensemble de l'univers DC, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du Multiversity, c'est quelque part une sorte de suite, au sens où justement, ça pose enfin la question de alors, aide-moi du coup le nom qu'ils ont donné à Justice ça. Incarnate. Justice Incarnate, voilà. Il y a vraiment justement ce côté, on va récupérer et Flashpoint et Brightest Day et quelque part Metal, parce que bon, c'est quand même le point de départ. Un petit peu, et Crisis aussi du coup. Et Crisis aussi, et voilà, la Crisis originelle en plus, en posant des questions, voilà, par rapport au rôle du Flash, au rôle de Arsenal, par rapport à tout ce côté justement, quels sont les oubliés, on va dire, quels sont ceux qui ont disparu et pourquoi ils ont disparu, pourquoi ils sont revenus maintenant. En ramenant, comme on le sait, bon là on peut le spoiler maintenant, avec Infinite Frontier 0, on sait qui sera le vilain grosso modo du truc.
On le sait, a priori. Là, c'est un Bag Issues VO, donc on considère quand même que vous lisez de la VO. On peut dire quand même qu'il y a Darkseid, voilà, qui est quand même présent, effectivement. Le vrai boss de fin qui n'est pas le Darkest Knight ou le Batman Who Laisse. Mais du coup, voilà, tout ça me fait très plaisir parce que j'ai l'impression qu'on retrouve à du DC, on retourne à du DC très classique. Tu vois, on retourne au DC, mais qu'il n'aurait jamais dû en fait bifurquer vers Doomsday Clock ni vers Batman Who Laughs, vers Metal. Ouais. Et même à un moment donné, c'est abordé, tu vois, quand ils trouvent Thomas Wayne, justement, la Incarnate, et qu'ils disent est-ce qu'il vient du Dark Multiverse, tu vois. Donc, en fait, même ça, c'est acknowledged, enfin, c'est reconnu, on admet que ça existait, et on retourne vraiment dans l'écriture Grant Morrisonienne, justement, qui, enfin, pas au niveau de la complexité, mais au niveau justement de l'usage des personnages, où tout existe, tout a existé, tout est important, tout est utile. Quelque part, ni Batman, ni Superman, en tout cas les classiques, ne sont au centre de l'événement, ce qui est quand même très frais, je trouve, ça fait très plaisir, parce qu'on a quand même beaucoup vu. Doomsday Clock, le point de gravité, c'était justement Superman, Batman Metal, c'était Batman. Donc forcément, là, on retourne justement sur pas les seconds couteaux, mais les personnages qui sont vraiment, entre guillemets, les piliers du DC des années 2000. C'est-à-dire que le Green Lantern, pas le même en l'occurrence, le Flash, et tout ce côté, justement, on prend la mythologie sur un point de vue global, ce qui était le génie de Brightest Day. Parce que Brightest Day, justement, cassait la dynamique classique pour dire maintenant c'est Swamp Thing, c'est le White Lantern, et c'est ça les points pivots, on va dire, c'est plus juste le Kryptonien et la chauve-souris. Et pour le coup, je trouve ça vraiment rafraîchissant, parce que quelque part, on tourne enfin la page des New 52, de cette Justice League centrique société. On prend le multivers globalement. Alors après, à la question, est-ce qu'il fallait que le multivers soit conscientisé, enfin, devienne un truc public, un truc reconnu par la population et tout, je sais pas vraiment vers quoi il va avec ça, parce qu'effectivement, il y a une scène qui est intéressante dans un diner où ils en parlent et où tu vois, comme dans la vraie vie, que du coup, il y a des complotistes qui n'y ça croient c'est pas. clairement très axé 2020, anti-vax, ouais, ce genre de choses. Ou climato-sceptiques, etc. Non, c'est une vague de chaleur qui remonte du Mexique, bref. Mais du coup, non, il y a plein de trucs comme ça qui sont bien fichus. Graphiquement, je trouve que voilà, Xermanico est pas non plus une brutasse, c'est pas au niveau justement de ce que j'espérerais pour un truc qui comme ça, tu vois là on fait un bac quelque chose avec plein de titres. Au niveau de ce qui se fait en indé par exemple, je trouve que clairement la DC est en train de perdre le cap d'avoir des artistes aussi marquants que ce qu'on peut voir ailleurs, même quelque part Bill Kusevoli c'est mieux que ça, tu vois, enfin on peut se le dire. Mais après, ça fait le taf, tu vois, ça fait ce que ça a à faire. Ça reprend même l'iconographie Multiversity avec les trois plans de découpe au début, avec les couleurs justement qu'avait mis Morrison pour vraiment cadrer cet univers-là. Au-delà, le fait de faire toujours il y a quand même une grosse. Alors, je sais pas s'il faut la mettre aussi dans une certaine vague de nostalgie, un peu ce qu'on reproche aussi à Marvel, tu sais, de vouloir se reposer sur les années 80-90. Là, au final, c'est exactement ce qu'ils font, parce que tu as quand même la première phase d'introduction, c'est Worlds Will Die, qui était la catchphrase de Crisis on Infinite Earths il y a 35 ans. Et donc c'est et du coup tu vois, ça se repose aussi un peu du coup sur cette forme de nostalgie là de ces grandes décennies de l'histoire des comics. Mais je trouve qu'il y a une forme, pour l'instant en tout cas, peut-être qu'on se fait complètement berner par l'introduction, une forme de sincérité plutôt là dans la façon dont ça a amené, parce que ça n'a pas été non plus trop marketé comme ça en fait à fond. Justement, si j'oppose à Marvel, tu vois, mais ils ont pas fait non plus de grands. Ils ont dit ça s'appelle Infinite Frontier, machin. Oui, je suis assez d'accord. On sait que techniquement c'est un event qui est là pour amener à une autre grande crisis qui arrivera l'année prochaine et encore plus fat en 2023, puisque ça on a eu les news là-dessus. Mais je trouve que justement ils en font pas des caisses et on te le délivre vraiment en fait par l'histoire, par le numéro et pas juste par la communication autour. Mais clairement, mais ça par contre t'as totalement raison. Je trouve limite que l'événement fait un peu discret par rapport à tout ce que fait Marvel en ce moment, qui est bombardé dans la presse, c'est pas du extreme carnage. Après c'est notre aussi de tout relayer aussi. Bon, on relaye pas tout, hein. En plus il y a plein de trucs qu'on relaye pas, hein, justement. Mais typiquement là, Extreme Carnage, j'en ai l'impression d'en avoir plus entendu parler les dernières semaines que d'Infinite Frontier, tu vois. Alors que comme tu dis, moi je dirais pas que c'est de la nostalgie, parce que DC a toujours construit en fait toute sa mythologie des events autour de Crisis 1. C'est vraiment Crisis 1 qui était le premier, enfin Infinite Earth, qui était le premier vraiment moment où ils se sont dit c'est quoi le multivers, comment est-ce qu'on peut faire résonner les trucs entre eux, comment ça peut devenir une arme éditoriale pour faire des changements que le lectorat saura accepter parce que ci, parce que ça. Et là en l'occurrence c'est forcément logique quand tu sors de 10 ans de New 52 qui, on peut se le dire maintenant, ont quand même mis beaucoup de choses sous le tapis. Beaucoup de trucs qui n'auraient pas dû disparaître qui ont disparu, beaucoup de trucs qui n'ont pas été réutilisés, beaucoup de trucs qui même ont déçu beaucoup de lecteurs là, ou de lectrices. Là en l'occurrence c'est vrai qu'enfin on revient pour moi à cette écriture justement années 80 qui certes du coup fait passéiste, mais c'est ce que je voulais justement pour
oublier tous ces délires d'ego en fait. Là t'as l'impression que Williamson justement on fait pas un trip d'ego, il Ouais. est au service de Là, il est l'univers. il est au service de l'éditeur, il est au service de l'univers, ouais, effectivement. Voilà, alors que Doomsday Clock c'était clairement juste de l'ego mais mal placé. Metal c'était la définition même de l'ego. Si tu veux définir l'ego en comics, tu donnes Death Metal à quelqu'un et après il pleure. Et que là pour le coup voilà, tout a été pas annulé parce que ça existe encore, et ça justement c'est un truc que Marvel ne fait pas. Marvel en fait annule tout pour après repartir à zéro, comme Extreme Carnage, tu vois, où on dirait que King in Black n'est pas arrivé. Enfin, bref. Mais voilà, là pour le coup c'est quand même effectivement assez agréable, et sans être forcément tu vois, j'ai pas pris une tarte dans la gueule, mais il y a quand même voilà, le personnage dont je tairai le nom. C'est cool de le revoir justement avec un power-up et tout. Peut-être que ça va devenir enfin plus un vilain et pas juste une sorte d'arme de continuité. Donc cool. C'est vrai que ça m'a fait aussi très très plaisir de le revoir comme ça, et de pas devoir attendre effectivement bah voilà, encore 2 numéros pour qu'on nous dise ah bah regardez, c'est lui le vilain. Allez, on continue encore avec DC Comics, mais dans la branche plus indé de l'éditeur, parce qu'on est dans le Black Label de nouveau, mais on est vraiment plus sur du super-héros, puisqu'on s'intéresse à The Nice House on the Lake, le démarrage donc par James Tynion IV, donc bah, l'auteur de Batman actuel, qui fait aussi énormément de choses en indé comme Something is Killing the Children chez Boom, qui est un des titres qui se vend le plus chez cet éditeur-là. Et donc The Nice House on the Lake, qui est en DC Black Label, mais qui est un titre d'horreur qui curieusement a été annoncé juste avant que DC n'annonce son nouveau label DC Horror. Donc à voir si rétroactivement ça pourrait être un peu reparachuté là-dedans. En tout cas, pour le San Diego Comic Con, ils ont annoncé qu'ils faisaient un panel DC Horror, et James Tynion IV y est présent. Donc j'imagine que voilà, ce sera peut-être remis dedans. Mais donc, grosso modo, un titre d'horreur dessiné par Alvaro Martinez Bueno, qui est le dessinateur avec qui il avait déjà travaillé sur Detective Comics, qui avait fait un excellent travail. C'était vraiment une dream team créative au début de Rebirth. Donc là, grosso modo, le pitch, qu'est-ce que c'est ? Simplement un groupe de personnes qui ont tous une connaissance en commun, un certain Walter, qui sont réunis dans une très jolie maison de retraite perdue un peu au fin fond des bois, pour passer au bord d'un lac, pour passer a priori un week-end plutôt cool, alors que justement le contexte est un petit peu dans le genre, bah voilà, on a tous eu des moments difficiles, hashtag pandémie, et donc voilà, ils sont tous invités à se réunir, à passer un bon moment aux côtés de leurs connaissances communes, sauf que là, par contre, on peut pas le dire. Faut pas dire ce qui se passe parce que c'est quand même un gros point tournant. Pour le coup, une vraie surprise par rapport au pitch. Moi, clairement, j'étais très surpris. Mais donc voilà, le week-end va tourner au cauchemar, évidemment. Et c'est compliqué du coup sans spoiler. C'est compliqué sans spoiler, mais c'est l'exercice Corentin. C'est l'exercice Corentin. Mais moi, j'ai trouvé ça excellent. Enfin, le twist est très bien amené. C'est un numéro d'introduction qui prend son temps aussi pour présenter tous les personnages, parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Ils sont 7-8 quand même. La figure de Walter restait effectivement assez énigmatique du début à la fin, jusqu'à la conclusion. Et encore, les mystères ne sont pas résolus. Et d'ailleurs, ne le sont pas non plus dans le second numéro qui est sorti là il y a quelques jours, au moment où on enregistre ce podcast. Et par contre, en termes de dessin, d'illustration, c'est absolument dingue, quoi. Alors, tu as Jordi Beller aussi qui est aux couleurs, qui fait un travail complètement ouf. Mais là aussi, le travail de Martinez... Oui. Je n'aurais qu'un seul mot à dire, c'est pour là là. Pour là là. Est-ce que tu peux sonner le gong du coup de cœur ? Oui. Vas-y. Bon. Coup de cœur. C'est trop kiffant. C'est trop bien. J'ai super aimé. Et pourtant, vous connaissez mon amour pour James Tynion IV en mainstream. Je n'ai toujours pas lu Something is Killing the Children, et il faut maintenant que je m'y mette parce que j'ai été convaincu par l'écriture de ce monsieur. C'est super bien. C'est vraiment la série collapsologue dont j'ai besoin, parce que ça, on peut quand même dire que du coup ça pose une vraie angoisse par rapport à la fin du monde. Comme tu dis, la pandémie est évoquée, alors en filigrane, parce que en fait on t'explique que ça a été 2 ans compliqués, que du coup personne n'a pu se voir. Ils font un check avant d'arriver à la maison sur leur état de santé mutuel. Donc effectivement, c'est très conscient du présent, en espérant du coup que ça vieillisse très bien quand même. Graphiquement, effectivement, c'est très très fort. La scène avec Walter et The Artist dans le bar, par exemple, on ne voit jamais ses yeux qui sont éclairés à travers ces verres de lentilles violets. Mais c'est magnifiquement beau, c'est merveilleusement agréable à l'œil, c'est très joli, c'est attrayant, j'aime bien. Donc, effectivement, c'est très intriguant, c'est très mystérieux, c'est vraiment un truc un petit peu à la Bad Robot, bonne période, tu vois, justement, quand il y avait ce côté, comment imaginerions-nous faire justement un truc de fin du monde ou de genre, avec justement ce côté mystère, ce côté mystery box, ce côté high concept. Tu vois, je déteste ce mot, mais je déteste vraiment ce mot, mais en l'occurrence il s'applique. Et moi franchement je croyais que ce serait un slasher, tu vois, je croyais que ce serait genre, mais pareil, ouais, moi je pensais que ce serait vraiment un truc de ils étaient 10. Moi je m'attendais vraiment à ce que ça parte là-dessus, quoi. Mais ouais, pas du tout en fait. Et
Et j'aurais du coup du mal à expliquer pourquoi je suis agréablement surpris, parce que du coup là sans spoiler c'est compliqué, mais il y a un sens du mystère, il y a un sens de ces profils un peu variés, il y a ce côté un petit peu post-sociaux justement où chaque personnage est défini par son statut, et il y a des interactions, c'est encore une fois assez, comment dirais-je, sans dire un gros mot, on va dire, c'est divers, c'est diversifié, il y a justement des personnages de toute orientation sexuelle, de toute couleur de peau, etc. Ce qui ne devient pas un problème en fait, mais qui est évoqué, du coup il y a aussi un rapport vraiment à... Je pense que Tinyon justement interroge des profils en fait justement type, peut-être des gens qu'il connaît, peut-être justement un regard qu'il pose sur la société ou sur le post-monde, dans un contexte qui est effectivement mais agréable à l'œil, j'ai déjà dit, comme jamais. J'aime beaucoup les dernières planches, notamment les effets chocs. Voilà, t'as certains effets chocs qui sont superbement illustrés. Où là on tire vraiment sur du Carpenter, sur The Thing, des trucs qui sont vraiment assez graphiquement bien faits pour de l'horreur justement, et de l'horreur qui surprend. Un petit côté Annihilation aussi, dans le côté vraiment inattendu, tu sais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe et tout. Et un usage, alors beaucoup plus dans le numéro 2, des éléments non graphiques, c'est-à-dire en fait c'est par exemple des mails qu'ils reçoivent qui sont en pleine page, des textos qui sont lus en pleine page, et il y a vraiment ce découpage où en gros le scénario s'interrompt pour mettre des éléments, des inserts on va dire, avec du graphique, du texte, du schéma, du plan, du mail, etc. Ce qui est une façon intelligente pour moi de nourrir le lore, puis de faire du hors-champ. Vas-y. Ouais, puis même dans le premier numéro, l'intégration à un moment d'un feed Twitter est super bien pour donner en plus vraiment par rapport à notre façon de nous informer ou notre façon d'utiliser les réseaux sociaux, te met vraiment en plein dedans et te fait vraiment te rendre compte, merde, qu'est-ce qui se passerait si moi aussi à un moment j'ouvrais mon application et je voyais ce feed là se dérouler, quoi. Et donc du coup si vous comme nous vous avez des angoisses vis-à-vis de la fin du monde, c'est probablement une série qui sera cathartique sans rien régler, hein, mais au moins vous vous sentirez peut-être un peu mieux. Et franchement non, mais Tinyon, j'avoue que limite j'aurais envie qu'il arrête Batman et qu'il fasse du full indé, parce que à mon avis c'est vraiment là qu'il est bon. Tu peux faire les deux, à mythe on s'en fout, parce qu'au pire le Batman tu le dis pas, ça dérange pas, quoi. Et ça tu pourrais faire du Batman comme ça en plus, tu vois. Enfin pas forcément dans ce contexte précisément, mais avec justement cette narration qui met davantage d'objets en avant, davantage de pièces jointes on va dire en avant, avec des profils d'équipe plus variés, limite, vraiment, voilà, tu vois, même des vilains qui seraient aussi intéressants que certains personnages de cette BD là, tu vois. Je pense qu'il y aurait un truc à faire, mais bon. Mais d'ailleurs mention spéciale dans le numéro 2, si vous regardez justement, il y a une page, il y a une case précisément où il s'approche d'une bibliothèque où il y a que des comics en fait, et c'est les noms de BD connus détournés. Donc c'est pas Stray Bullets, mais c'est vraiment la police d'écriture de Stray Bullets de David Lapham, mais c'est Stray Shots, je crois, un truc comme ça. Il y a pas Love and Rockets, mais il y a Love and Missiles, tu vois, un truc comme ça. Et c'est vraiment que des petites parodies trop mignonnes comme ça. D'ailleurs c'est vrai je viens de m'en rappeler maintenant parce qu'on l'avait pas mentionné, mais tu sais dans le début d'Infinite Frontier, t'as plein de tweetos au début justement, enfin de gens qui disent mais le multivers c'est vrai, et en fait quand tu regardes les noms, c'est que des noms soit de l'équipe artistique, soit d'éditeurs. Oui, tout à fait. Parce que t'as Jamie pour Jamie S. Rich, t'as Mary Javins, tout ça, t'as vraiment mais t'as tout à fait raison de le dire. Et dans Batman Reptilian, on revient encore en arrière, un des personnages s'appelle Slow Joe Kelly. Oui. Voilà, c'est un des goons du Joker s'appelle le Slow Joe Kelly. Voilà, comme Joe Kelly, qui est l'auteur de Deadpool et de Batman. Avec Kid Giants aussi, non? C'est pas lui? Ah, Joe Kelly, non, mais moi. Ah non, attends, mais avec qui je confonds alors? Attends. T'as oublié le nom de l'auteur de Kid Giants, Arnaud? Waouh! Non, j'ai pas oublié le nom de l'auteur de. Tu confonds avec qui? Dis-moi. Parce que là, ça fait un blanc. Avec Kelly, non, mais avec. Kelly Thompson? Non, mais Joe Kelly, c'est celui qui a fait avec Dog Munch Batman Vampire. Ah, c'est ça, c'est pas du tout avec l'auteur de Kid Giants. En plus, il s'appelle pas Joe Kelly. Attends, mais tu sais quoi, on va couper le podcast là. Non, on va pas couper le podcast, on refera nos recherches après. On s'excuse pour ce petit imbroglio qu'on se fait en direct. On va passer à la suite pendant que tu recherches vite fait sur ton téléphone. Moi, je présente le titre suivant. Oui, présente-le. Donc ça s'appelle. Ça devient bizarre ce podcast. On passe du coup dans l'indé vraiment pur et dur, parce qu'on est chez Image Comics avec c'est Joe Kelly et J.K. Nimura. C'est complètement lui qui a fait Kid Giants. Hein. Oui, c'est complètement Joe Kelly. Mais du coup, je me rappelle plus du nom de Doug Munch et Kelly Jones. Kelly Jones. Rien à voir. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Wow, vous avez vu la mémoire ce que c'est. Hein. J'étais complètement. C'est moche de vieillir. J'étais complètement matrixé, effectivement. Bref, donc je disais chez Image Comics, on est sur Sid Sidekicks of Trigger Keaton. Un titre assez explicite, puisque vraiment c'est un titre qui va effectivement se concentrer sur les 6 sidekicks d'une personne qui s'appelle Trigger Keaton, qui est un peu
C'est très bon résumé. Ah bah, complètement. Tout à fait. Et donc, alors, Innocence and the Lake, c'est une série qui parle d'une maison jolie, c'est au bord d'un lac. Quelque part, après, c'est bien d'être explicite, en fait, dans ce dont tu parles dès le titre. Et donc, en fait, qui est Trigger Keaton? Grosso modo, c'est un acteur de série télé d'action très connu, que vous pouvez un peu imaginer comme une sorte de Chuck Norris, enfin, un déclèque de Chuck Norris, qui est retrouvé mort chez lui, alors pendu, et du coup, les autorités concluent très rapidement un suicide, sauf que l'un de ses anciens, justement, partenaires de jeu, les fameux sidekicks, en fait, est persuadé qu'il s'agit d'un meurtre, et en fait, ils vont commencer à vouloir résoudre ce meurtre, sauf que tout le hic, en fait, tout le propos, c'est que en fait, les autres personnes qui étaient réunies, qui ont tous joué avec lui, en fait, ont tous quelque chose à lui reprocher, puisque en fait, ce Trigger Keaton, c'était un gros connard, tout simplement. Voilà, c'était un mec qui était absolument impossible à vivre sur les tournages, c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui se comportait mal, et ce même avec, même quand ses partenaires de jeu, c'était des gamins, parce que justement, c'est des personnes, les sidekicks, en fait, ont souvent été joués, ont joué gamin avec lui, et donc ont forcément beaucoup de griefs par rapport à l'enfance ou à l'adolescence qu'il leur a fait subir. Et donc voilà, une enquête policière, mais qui joue aussi beaucoup sur la carte de l'humour. On est un peu dans un registre un petit peu absurde, de comédie noire, avec un style, alors pour le coup, qui est très cartoon, pour le coup. Tout à fait, ouais. Et un très numérique. Très, ouais. Et ma foi, plutôt sympathique, hein, comme début. Je ne sais pas trop encore me poser, j'attends d'être convaincu sur le deuxième numéro, mais je trouve que pour une entrée en matière, clairement, ça me donne envie de connaître la suite. Ouais, clairement. Bah, du coup, c'est Kyle Starks, donc, qui est un spécialiste de l'humour, on va dire. Alors, c'est pas non plus à se pisser de rire à chaque fois, hein, mais c'est un mec qui aime bien justement un peu l'absurde, qui fait beaucoup de romans graphiques un peu dépouillés, qui est dessinateur lui aussi, et c'est Chris Pfizer au dessin, qui effectivement donne ce rendu que je trouve assez agréable. Effectivement, ça fait très BD jeunesse. Ça pourrait être publié dans Spirou presque. Ouais, sauf carrément. que c'est pas du coup pour les lecteurs de Spirou, parce que c'est un peu plus adulte que ça, mais carrément. Et du coup, le Trigger qui est en question, qui a à la fois calqué sur Chuck Norris, mais aussi sur Knight Rider, donc le nom qui est David Hasselhoff. Ouais, K2000, ouais, voilà, K2000. Et donc, c'est un mec qui est passé vraiment par plein de séries télé, par plein de pilotes. Et c'est vraiment la rencontre de BoJack Horseman et de Knives Out. C'est-à-dire que c'est le whodunit classique avec l'enquête et compagnie. Il y a un petit peu de Community aussi dans le personnage de l'enquêteur, qui du coup ressemble beaucoup à Abed de Community. Donc un mec sympa, qui est un peu awkward, qui ne pas qu'on le touche et compagnie. Donc c'est plutôt rigolo, effectivement. C'est assez léger, c'est assez frais, c'est bien référencé. Il y a vraiment ce côté... Enfin, c'est logique aujourd'hui d'interroger justement la figure de l'acteur vedette qui a eu une vie un peu compliquée. C'était déjà le cas dans BoJack Horseman, qui s'inspirait beaucoup du Cosby Show, avec justement ce mec qui a mal vieilli, on va dire, avec le temps, et qui est devenu un personnage assez infréquentable. Donc là, effectivement, c'est pour être un peu d'indé en avant aussi. Je trouve que c'est une lecture vraiment super cool pour ceux qui aiment justement ces fictions à l'Agatha Christie. Pour ceux qui aiment ce côté, les coulisses d'Hollywood, avec des vannes méta d'Hollywood, c'est le côté, la guerre des cascadeurs. C'est quoi une guerre des cascadeurs? C'est une guerre normale avec des cascadeurs, en fait. Tu vois, ça, c'est le genre de débilité qui me font bien rigoler. Le Wars, tu sais, qui revient, mais ouais, c'est avec ça. les cascadeurs. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là. C'est pas du tout dramatique, même si ça évoque des sujets assez graves, assez sérieux. C'est vraiment pris avec beaucoup de légèreté. Ça pourrait être un dessin animé, en fait, quelque part. Moi, je me suis bien éclaté. J'avoue qu'on n'a pas parlé de l'autre série de Starks, Bryce Hitterson, qui arrive là aussi en ce moment, qui est un peu dans la même veine, mais en plus gratos, en plus vénère. Là, pour le coup, c'est effectivement pour tous les publics, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs qui soient particulièrement violents. C'est assez explicite dans ce que ça dit sur justement la figure du quarantenaire tout puissant à Hollywood, qui a cette carrière, est trop protégé par ses producteurs, qui peut se permettre d'être un mec vraiment affreux au quotidien. Et puis ouais, ça pose des questions par rapport au rôle de l'enfant star, qui est un truc qu'on a déjà vu mal tourner, comme Edward Furlong ou Macaulay Culkin, ou tous ces mecs-là qui ont démarré trop tôt et qui après ont eu des carrières un peu compliquées, qui parfois sont tombés dans la drogue, etc. Donc là, c'est effectivement bien fichu, c'est bien écrit. Je pense que pour les mecs qui aiment bien justement les trucs comme Once Upon a Time in Hollywood, ou toute cette fiction un peu bizarre qui interroge souvent les coulisses de Los Angeles, comme un petit peu le Big Lebowski aussi, un peu le même genre d'humour à coup de profil et à coup de personnages très pâteaux, on va dire, un peu nuls, un peu débiles, des losers, tu vois, des losers magnifiques. Disons que si vous avez aimé les thématiques qui étaient aussi abordées dans The Fade Out, par exemple, de Brubaker et Phillips, c'est quelque chose qui peut vous parler aussi, parce que c'est quand même dans ce même genre de registre. Mais alors, rigolo, ouais. Voilà, beaucoup c'est un peu plus le contrepoint Spirou, voilà, de Fade Out. Voilà, plutôt que de faire des références à la con, là, entre Community et BoJack Horseman, alors c'est très bien, mais voilà, mais vraiment toujours les mêmes gimmicks, là, tu fais, bah voilà, c'est The Fade Out dans Spirou. C'est The Fade, exactement. Tu vois, voilà. Mais allez hop, on écrit à celui qui va l'éditer en France pour le verbatim. Voilà. First Print a dit Fade Out dans Spirou. Mais du coup, ouais, non, très bonne lecture. J'avoue que c'était, j'aime bien, en fait, si tu veux, ce genre de petits trucs vraiment inoffensifs, qui vont pas effectivement te faire pisser de rire, mais qui sont assez légers, comme Bully Wars, justement, pour te faire passer un bon moment. Et je pense que
Bon, ça mériterait une petite sortie par chez nous, quoi. Voilà, Ouais, clairement. c'est ce que j'ai à dire. En tout cas, en plus, c'est vrai que alors c'est un titre peut-être qui va en plus se faire porter un peu plus parce qu'il est présent dans l'anthologie Skybound X qui sort cet été. Donc j'imagine que Skybound du coup mise beaucoup dessus. Et ce qui me fait me dire du coup, c'est que c'est Delcourt qui s'il le publie, ce sera Delcourt qui le fera puisque Skybound du coup c'est chez Delcourt en France. Et donc, bah écoutez, messieurs, Thierry Mornay, si tu nous écoutes, t'as trouvé The Fade Out chez Spirou, voilà, tu as déjà la catchphrase, on te la donne parce qu'on est comme ça, on est sympa. Allez, on continue du côté de Image toujours, mais avec un certain Mark Millar qui nous sort le premier numéro de Jupiter's Legacy Requiem, qui est donc le 3e volet de la trilogie Jupiter's Legacy, et donc le 4e volume techniquement, puisque chacun des Jupiter's Legacy c'était 2 volumes. Après tu avais Jupiter's Cycle qui était aussi en 2 volumes, donc 2 fois 6 numéros, quoi, 2 fois 5, 8, 2 fois 6. Et donc là on démarre le dernier volet de ce triptyque qui se passe dans le futur. Donc on revient à cet univers quelques années après la fin de statu quo de Jupiter's Legacy, où grosso modo donc c'était Brandon avait été mis sous les barreaux, Walter Sampson sous les verrous, sous les verrous, pardon, il était mis sous les barreaux, pardon, sous les verrous, rien, mais il est mis sous les barreaux, c'est ça, sous les verrous. Walter Sampson était mort, donc Skyfox et Lady Liberty avec leurs gamins ont pu vivre heureux, écouler des jours heureux justement, sauf que non, voilà, quelques années après ils ont rompu, et donc on se situe voilà quand maintenant que les enfants sont devenus de nouveau des adultes, et donc on suit le destin de la fratrie qui est aux prises avec avec des nouveaux vilains, avec de nouvelles menaces, alors que l'on découvre aussi des choses intéressantes sur la fameuse île qui était présente alors pendant 3 heures dans la série télé, mais seulement pendant 3 planches dans les comics. Initiaux 3 heures, ouais. Il y a 3 épisodes sur l'île. Non, en fait, c'est en flashback pendant toute la série. Donc, si tu compiles tout, t'as vraiment 3 heures. Mais c'est horrible, c'est horrible. Et donc, voilà. Donc, on va quand même apprendre des choses plutôt étonnantes sur ce qui s'est réellement passé sur cette île par rapport à la façon dont les personnages ont obtenu leur pouvoir. Enfin, ça risque de remettre pas mal de choses en question. Et voilà. Donc, premiers indices et tout. Et donc, cette fois-ci, c'est illustré par Tommy Lee Edwards, qui a aussi fait un travail absolument superbe, je trouve. Corentin, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce premier numéro, sachant que tu considères quand même que Jupiter's Legacy, ça fait partie des meilleures productions de Mark Millar de ces dernières années au vu du reste qui est sorti, quoi. Je pense qu'il y a consensus. Je suis peut-être le seul en France qui n'aime pas Magic Order malgré les planches magnifiques d'Olivier Coipel, mais ça reste quand même parmi déjà c'est l'un des rares trucs qui est droit à une suite et qui est droit à une saga, parce que c'est vrai, aussi, c'est vrai que c'est un de ces trucs les plus longs par contre. Voilà, Mark Millar ne fait plus de saga depuis très longtemps parce que saga c'est Rick Vaughan, c'est ça, il a jamais fait de saga. Mais donc il fait plus, voilà, Sharky c'est un seul volume, la Space Bandits pareil, Chrononaut ça a eu droit à une suite qui était a priori nulle, je crois, enfin je l'ai pas lu de toute façon, vu que c'était plus Sean Murphy de toute façon voilà, donc c'était effectivement intéressant de retrouver un Millar qui déjà parle de super-héros, parce que ça c'est quand même assez raréfié, à part Kick-Ass qui est quand même un super-héros très particulier. Il y a plus ce truc-là. La saga originale était déjà très bien. Circle peut-être plus dispensable, mais en tout cas les 2 tomes principaux de Jupiter's Legacy étaient extraordinaires. Et là, alors j'ai envie de dire qu'on retombe un peu dans du Millar classique, c'est-à-dire du Millar qui prend son temps, du Millar qui justement ne cherche pas à faire forcément aller trop vite les choses. Et quand justement Millar n'a pas besoin d'introduire un nouvel univers, parce que c'est souvent le cas avec ces projets, puisque comme il ne dure que 6 numéros, il faut qu'il aille très vite pour présenter les choses, pour expliquer qui est qui fait quoi, etc. Là, on a plus le temps de voir les relations familiales. On a le temps de placer une scène d'action qui remet un peu les enjeux au cœur du truc. Et ça pose aussi, du coup, et c'est là que c'est un peu décevant, le regard de Millar sur la société. Parce que Jupiter's Legacy, au départ, ne démarre pas juste par une sorte de crise d'ego entre quelques super-héros qui veulent se partager le pouvoir. Ça parle déjà de gouvernance globale, ça parle de comment les super-héros devraient intervenir dans la gestion des choses, parce que les puissants n'ont pas voulu partager le pognon, n'ont pas voulu résoudre le problème climatique, comme dans la vraie vie. Et donc, le super-héros, en l'occurrence, Samson, le frère, c'était Brandon ? Non, pas Brandon, ça c'est le fils. Walter, pardon. Walter, merci. Brainwave, voilà. Brainwave, effectivement, voulait prendre la place de Superman, du Utopian. Il voulait être calife à la place du calife. Voilà, mais pas forcément juste par plaisir, mais aussi pour sauver le monde. Là, en l'occurrence, le problème, c'est que du coup, Millar abandonne cet angle-là, puisque le monde, maintenant qu'il est aux mains des super-héros, est solutionné. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de crise climatique, il n'y a plus de crise économique, tout va pour le mieux. Il y a juste un problème qui, en l'occurrence, est intéressant, c'est qu'il y a toujours la Chine dictatoriale et le problème des Ouïghours qui se pose. Mark Millar prend une position d'entre-deux dans ce truc-là, en disant qu'à la fois,
le descendant de Superman, du coup, fait du Superman, c'est-à-dire que lui, il veut pas intervenir en considérant que c'est au peuple de se soulever et que la Chine a droit à sa souveraineté, tandis que des super-héros plus conscients ou plus ouverts, plus rebelles politiquement, veulent, eux, protester contre la Chine et voire intervenir, et se fomenterait d'ailleurs a priori une sorte de plan pour y aller. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que justement, Jupiter's Legacy parle aussi de politique et de société de manière très frontale. Ouais. Mais voilà, moi de ce point de vue-là, je suis un peu déçu que le futur que nous propose Mark Millar soit très coloré, très beau, comme si entre guillemets. Attends, quand tu vois ce qui se passe et tout, tu sens que ça va rapidement changer. Parce qu'on retrouve quand même dans les qualités déjà qui étaient présentes pour Jupiter's Legacy, c'est que ça va vite, qu'il y a des rebondissements et qu'il y a déjà, et qu'on retrouve ces fameux effets chocs en fait que tu avais dans la série initiale où avec des retournements, tu fais. Ok, et où justement, et Tommy Lee Edwards se fait un petit peu plaisir sur ces fulgurances de violence. Vraiment, c'est vrai que c'est très beau pour le coup. C'est très numérique. C'est fait pour ça, hein, mais c'est très beau. Et le twist auquel tu penses, qui en l'occurrence effectivement est très bienvenu, et j'avoue que je n'attendais pas à voir ça, qui remet tout en question depuis le début. Et du coup, je me demande d'ailleurs est-ce que dans la série seulement c'est évoqué ou c'est présenté comme ça. Mais parce que la série télé en l'occurrence, c'est pas forcément considéré comme canon, mais c'est vrai que Millar a mis son sigle dessus. Et tu peux d'ailleurs imaginer ce qu'il avait prévu pour une saison 5 ou 6, un twist pareil, tu vois. Ça aurait été assez bienvenu justement de l'avoir à l'écran si la série avait été bonne. Plutôt en saison 10 alors. Mais ça c'est bien fichu. Alors comme le nom l'indique, Requiem, ça va interroger donc la fameuse origine des super-héros de la Terre, qui, pour rappel, dans le lore de Jupiter's Legacy, c'est donc 5 ou 6 individus ou 7 ou 8 individus qui vont sur une île, voilà, et qui vont... il va leur arriver un truc. Voilà, on sait pas trop quoi exactement, c'est le côté un petit peu aventurier à l'ancienne. Parce que quand t'avais lu Jupiter's Legacy, tu pensais qu'ils avaient rencontré des extraterrestres et que ces extraterrestres leur avaient donné des pouvoirs. Le numéro pour faire progresser l'évolution humaine à la 2001 de l'espace. C'est ça. Dans Requiem, on te fait comprendre qu'a priori c'est peut-être passé autre chose, mais on ne dira pas quoi. Donc ça c'est plutôt bien trouvé, j'aime beaucoup effectivement le graphisme. Je trouve que le petit Utopian Junior a vraiment la gueule du Homelander de The Boys, ce qui m'a vraiment déstabilisé pendant un tiers de numéro. J'avoue que j'ai un peu eu du mal à reconnaître qui était qui parce qu'ils ont tous vieilli, il y en a que des enfants qui sont maintenant adultes, il y en a qui sont apparus, il y a beaucoup de nouveaux personnages et ces dynamiques familiales qui sont toujours un truc qui parle à Millar, je pense, parce que lui aussi je pense c'est une vie familiale, mais c'est là qu'il est bon en fait, et c'est probablement ça qui a plu aux gens dans Magic Order, c'est ce côté justement de la famille un peu brisée, une collection de personnages qui peut-être n'arrivent pas à fonctionner ensemble. Là en l'occurrence c'est plus apaisé, mais tu vois justement des trucs qui probablement Millar lui-même doit se poser ces questions-là parce que maintenant il est riche, mais ça n'empêche pas qu'il est encore une fois il est toujours un peu énervé, je pense, par rapport à la façon dont les choses évoluent sur Terre, et donc il pose cette famille un peu divisée entre super-héros proactifs, super-héros défenseurs entre guillemets du statu quo. Donc espérons que ça aille au bout de son idée, espérons que du coup ça finisse bien ce qu'il avait commencé avec le premier volume. Pour l'instant, j'ai envie de dire que graphiquement, on a toujours un dessinateur différent par volume et ça donne vraiment une identité assez intéressante. Parce que tu vois, c'est comme c'est le futur. Et que du coup, c'est vraiment futuriste, on va dire. C'est très science-fiction. Voilà. C'est très néon. Voilà, le trait de Lee Edwards, du coup, va très bien avec ça. C'est-à-dire que justement, c'est ce côté. Dans le futur, peut-être qu'on dessinera des comics comme ça, tu vois, avec que du numérique, plus du tout de crayonné et tout. Donc, j'ai envie de dire que je suis convaincu pour le moment. Ouais. Mais j'espère vraiment qu'il va pas se perdre dans son twist parce que y a moyen quand même que ça devienne juste un gros bordel qui limite annule tout ce qui a pu être fait jusqu'ici. Non, je sais pas pourquoi, j'aurais plutôt confiance quand même vu la prestance là. Je veux dire qu'on est sur un Mark Millar des bons jours. C'est quand même une œuvre qui je pense lui tient beaucoup à cœur. Ah oui, mais au-delà de la série télé, tu voulais dire un truc sur la postface. Oui. Faut pas. Il l'a écrit quand il l'a écrit. Il l'a vraiment écrit au moment où ça venait de sortir et où effectivement le show a été marqué numéro 1 là. Mais sur je pense Netflix, que ça dit un truc quand même de Mark Millar, le promoteur, on va dire, de Mark Millar qui justement écrit pour être adapté. Là, quelque part, maintenant qu'il n'a plus cette contrainte-là, peut-être qu'il va se libérer, peut-être qu'il va se désintéresser des produits. Ils veulent continuer avec Super Crooks et je sais pas comment. Donc, non, mais c'est. Oui, non, mais on sait. C'est non. Non. On sait que c'est de l'esbrouf, hein, mais bon. Mais donc voilà, après. Mais au moins en comics, il est bien. Il est bien. Ouais. Il est quand même meilleur que les 2-3 autres trucs qu'il a sortis entre temps. C'est mieux que Sharky, c'est mieux que Space Bandits et tout ça. Même s'il avait été entouré de très bons artistes, de ce que ça raconte, là, on est quand même sur du Mark Millar qui fait plaisir. Très bien. Allez, on a encore 2 numéros à aborder. Une petite touche de Marvel, juste avec le nouveau Demon Days de Peach Momoko. Donc c'est Demon Days Mariko.
Donc Peach Momoko, une artiste japonaise qui se fait remarquer dans l'industrie américaine, d'abord aussi par les couvertures variantes qu'elle faisait, qui s'arrachent auprès des collectionneurs parce qu'elle dessine très très bien, et donc qui a droit en fait directement à une carte blanche chez Marvel pour faire son propre Elseworld, sa propre réinvention de l'univers Marvel, dans laquelle en fait Peach Momoko va simplement puiser dans sa culture, dans son imaginaire, pour faire vraiment du Marvel au Japon. Alors le premier numéro Demon Days X-Men, c'était vraiment quelque chose qui se situait donc sur le mont Kirisaki, vraiment en forme de fable onirique, très fantasy dans un Japon un peu féodal. Là on est dans le présent, en tout cas dans une forme de présent, même s'il y a un côté très traditionnel du Japon, très traditionnel qui est abordé. Et donc on suit Mariko Yashida, qui alors dans le canon des comics c'était une des copines de Wolverine justement quand il était au Japon. Et donc là on la suit relativement. Je crois même qu'il l'épouse à un moment donné. Ouais, qu'il l'a épousée, effectivement. Parce que là du coup Wolverine est un chien, donc voilà, donc là c'est un peu compliqué. Un chien féodal en plus. Voilà, donc rien à voir, mais donc on reprend juste le personnage, et donc grosso modo qui a des rêves, qui a l'impression de voir un démon, un Oni justement, qui est pas d'apparence monstrueuse, qui est plutôt joli, qui lui évoquerait peut-être sa mère, et donc en fait va partir en quête de ses origines grosso modo. Et c'est aussi un numéro qui permet d'introduire d'autres personnages réimaginés dans cet univers, notamment Black Widow, notamment d'autres personnages dont on vous dira pas l'identité là aussi pour ne pas vous gâcher toutes les surprises. C'est par rapport au premier numéro qui était vraiment présenté un peu comme une forme de one-shot. Là on est clairement plus assumé dans le côté c'est une mini-série, et donc on est vraiment dans la Yashida saga, donc on attend vraiment la suite, puisque c'est quand même, ça se conclut avec une forme de cliffhanger. Se trouve mieux, je trouve, pour nous intéresser à cet univers, parce que si ça avait été vraiment juste 5 one-shots un petit peu décousus avec juste le mont Kirisaki en trame de fond, ça m'aurait un petit peu un peu frustré. Là on voit qu'on est quand même dans une histoire qui aura un peu plus un long cours sur une mini-série, certes, mais un long cours quand même, donc plus intéressé. Puis après graphiquement, alors il y a peut-être moins d'invention que dans le premier numéro, mais ça reste super beau, quoi. Ce trait très léger, cette façon de mettre en couleur, je pense à l'aquarelle pour le coup, en tout cas, ou ce rendu aquarelle qui est absolument magnifique. Ça Entre fait tradition partie... et modernité. Ouais, c'est ça, super. La formulation horrible, mais voilà, pour le coup, c'est vraiment un titre qui donne envie de suivre du Marvel. Là, on n'est pas dans les croutonneries Extreme Carnage, on n'est pas dans l'automatisme d'un Nick Spencer sur... Non, mais on n'est pas dans l'automatisme aussi Nick Spencer ou Jason Aaron sur Spider-Man ou Avengers. Tu vois, on est sur une prise de position, un imaginaire qui se développe, une autrice qui a des choses à raconter, et même pour le coup, graphiquement aussi, une proposition qui sort de l'ordinaire, avec forcément cette touche un petit peu asiatique, cette orientation manga, naturelle, puisque la dessinatrice est japonaise, mais qu'on a pu retrouver aussi, par exemple, chez DC avec... Janice Milano Janice sur Future State Gotham. C'est donc bien de voir que quand CB Cebulski en fait fait vraiment venir des autrices ou des auteurs du Japon plutôt que de se faire passer par un auteur japonais, ça donne des bonnes choses. Ouais. T'es moins convaincu que moi ? Non, moi je suis beaucoup moins convaincu, mais en fait c'est tout bête, j'avais préféré le premier numéro tout simplement, et moi j'aurais bien aimé une mini-série de 5 numéros sur justement Psylocke et Wolverine. Ouais, mais ça va revenir peut-être un peu. Peut-être, mais pour l'heure, si tu veux, ce contexte-là de possession japonaise, alors toi probablement t'es fan de J-Horror, j'imagine, moi personnellement pas tant que ça. Le coup des Oni, le coup des yokai, le coup justement de cette nénette qui justement serait fille de démon, qui du coup son destin serait lié à un personnage maléfique, etc. Moi j'avoue que peut-être c'est trop conventionnel, ou pas assez du coup dans l'invention pour moi. Les personnages, même quand j'ai eu le numéro, je me suis demandé où étaient vraiment les références à Marvel, parce que j'ai vu effectivement cette personnage rousse en noir, je me suis dit c'est Black Widow, mais elle a pas le nom de Black Widow, justement là où il y avait quand même des référents plus évidents au niveau nominaux dans le premier numéro. C'est ça aussi la réinvention, c'est de te laisser découvrir toi-même, parce que par exemple le personnage tout à la fin, moi je t'ai dit ce que je pensais, quelle version c'était, et on n'en est pas encore sûr pour mais l'instant. Je suis pas persuadé que ce soit... Mais peut-être, mais bref. En l'occurrence, si tu veux, je vois l'intérêt de la série. Je pense qu'elle plaira à plein de gens, et que justement, en plus, le public fan de manga qui éventuellement pourrait chercher une passerelle, porte d'entrée, comme on m'a dit l'autre fois, ça pourrait être une façon intéressante de le faire. C'est très beau, c'est très coloré. Enfin, très coloré. Non, c'est pas très coloré, mais les couleurs utilisées sont très, très jolies. Il y a un côté un peu estampe avec justement, et puis art traditionnel japonais en général, avec l'usage de la fumée, les démons, la façon dont justement sont présentés les personnages féminins monstrueux, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai lore japonais de la femme monstrueuse, tu vois, avec le regard un peu perdu, etc.
Mais dans l'ensemble, voilà, moi j'aurais préféré effectivement une série féodale. Je veux dire que t'as dit, moi j'aurais préféré des X-Men avec des sentinelles et de la grosse baston. Non, mais en plus, tu sais que je suis pas un énorme fan des X-Men, donc au demeurant, pas forcément, mais c'est plus ce côté justement, ce côté air et d'eau, ce côté les samouraïs, c'est un truc que je pense est très compatible avec Marvel en plus. D'ailleurs, ça s'est déjà fait à plusieurs reprises, qui moi, bon, a peut-être plus fait kiffer. Tu vois, c'est pareil, il y aura moyen d'avoir, je sais pas, une collection de one-shot vraiment anthologique avec différents points de vue, genre un Daredevil féodal qui combat la main à l'époque où c'était encore un clan énorme, etc. Bon, là, en l'occurrence, c'est X-Men, donc probablement que ça aurait été un peu déplacé, mais je pense qu'il y aurait eu vraiment moyen de s'amuser dans vraiment la cour de récré du Japon des samouraïs, même si c'est effectivement un affreux stéréotype. Je pense quand même que c'est aussi leur soft power à eux et que les métissages sont intéressants à trouver. Oui, et puis à côté, de toute façon, Marvel se prive pas non plus de faire d'autres trucs. Ils reprennent Ultraman, ils font les Mech Strike, là, enfin, Mech Avenger. Ouais, mais ça, pour le coup, c'est prendre le Japon par le plan le plus consumériste et le plus. Non, mais voilà, ils ont aucun scrupule à le faire, donc ce serait pas malvenu forcément de se dire, bon, vas-y, on a tel auteur et tel dessinatrice, machin, qui vont kiffer Ghost of Tsushima, vas-y, laissez-leur faire un truc dans ce genre d'ambiance, quoi. Oui, ou qui aiment bien juste les films de Kurosawa ou Kenshin le Vagabond. Il y a pas eu de trucs que Ghost of Tsushima. Il y a d'autres trucs que Ghost of Tsushima. Yakuza aussi, très bon jeu vidéo. Yakuza Ishin, dans Japon féodal. Il n'y a rien eu avant Ghost of Tsushima. D'accord, excuse-moi. Mais Batman, il était là avant quand même ou il est apparu après? Nope. D'accord. Il est apparu après. Tu me rassures. C'est-à-dire que Bill Finger s'était inspiré de Ghost of Tsushima pour créer Batman. Ouais. Il avait déjà la PS5. C'est ça. Putain, il était en avance sur son temps, le bâtard. Ah, c'est un visionnaire. Non, mais du coup, voilà, moi, c'est probablement plus ça qui me déçoit parce qu'au demeurant, ce genre d'histoire-là tape moins dans mon imaginaire personnel, tape moins dans mes goûts personnels. Après, ça reste très beau, ça reste bien écrit, ça reste intéressant et je reste convaincu qu'il y aura d'autres trucs bien qui vont arriver. Ouais. Mais tel quel, je pense que je suis peut-être plus dans le camp. Lisez le numéro 1 et peut-être que si vous êtes comme moi, n'allez pas forcément plus loin pour le moment, le temps de voir comment ça se développe. D'accord. Voilà. Tel quel. Du coup, ok. À ne pas confondre avec le Tekel, du coup, qui est un chien, ou avec Telltale, qui est un studio de jeux vidéo. En fait, t'es dit tout seul tel quel pour faire des vannes pourries juste derrière, alors qu'il n'y avait rien à voir. Il n'y a rien à voir du tout. C'est ce qu'on appelle du forcing, Corentin. Oui, je vois. Je savais pas, du coup maintenant je sais. Voilà, merci. La démonstration, c'était les petites leçons. Il y aura des petites leçons éducatives maintenant dans les podcasts. En fait. Allez, et on va terminer ce Back Issues, Corentin, avec le grand retour de Jeff Lemire sur sa licence Black Hammer. Black Hammer Reborn numéro 1 est sorti chez Dark Horse Comics. Donc Black Hammer, son univers de super-héros qui voilà là nous transporte vraiment dans le futur. Non, ça c'est Dallas du coup, ce n'est pas la même chose. Et donc on suit la fille de Black Hammer qu'on avait déjà vue dans la première série originale, Lucy. Qui était Lucy, qui est donc qui est devenue la nouvelle porteuse du marteau noir, la nouvelle super héroïne dans cet univers métaphorique de Metropolis, un peu grosso modo cette image là. Sauf que non, on ne va pas avoir du super-héros, puisqu'on est chez Jeff Lemire. Et donc, chez Jeff Lemire, il faut que les gens soient vieux, il faut que les gens fassent la crise de la quarantaine, il faut que les gens aient une famille qui soit un petit peu dysfonctionnelle, où on s'entend pas forcément avec ses enfants ou avec son conjoint. Et donc, c'est exactement ce qui arrive avec Black Hammer Reborn. Corentin, est-ce que Jeff Lemire n'est pas en train de s'enfermer un petit peu dans une mécanique routinière? Si. Voilà, quand même, il faut le dire, hein. Jeff Lemire, là, tu pousses le bouchon. Oui. Non, par contre, c'est dessiné donc juste par Caitlin Yersky qui avait fait Coyotes avec Shane Lewis, c'est super joli. Pas ouf. Oh, c'est vraiment pas ouf. Non, en fait, c'est cool parce que du coup, le dispatch des numéros fait que je suis de plus en plus pessimiste à mesure qu'on passe de série en série. C'est vrai, c'est marrant. C'est rigolo, tu en pars très haut. Je l'ai pas fait exprès en plus. Le pic étant Nice on the Lake et après hop là. C'est une courbe de Gauss absolument parfaite. Exactement, je suis monté au sommet de la montagne et après là je fais tout. Du coup, je fais juste 5 minutes pour vous expliquer ce qu'est une courbe de Gauss. Non, je déconne. Allez, vas-y, continue. Non, mais ça m'intéresse, moi, vas-y. Donc ouais, effectivement, le problème c'est que c'est pas que Jeff Lemire écrive mal, Jeff Lemire écrit toujours aussi bien. Par contre, là, je sais plus quelle série on avait parlé récemment de Jeff Lemire, The Maze Book, voilà, c'est ça, où déjà ça ressemblait vachement à son profil de scénario habituel, et c'est vrai qu'il a malheureusement... il faudrait un générateur de scénario à la Jeff Lemire, alors mais le truc c'est que quel que soit le type de personnage, il y a toujours la case dépressive qui se met en deuxième de toute façon. Voilà, ou soit parent, soit enfant. Bail familial. Voilà, c'est ça. Mais à la limite, tu vois, c'est pas tellement un problème. Le problème, c'est que grosso modo, il travaille trop.
Il est vraiment très présent depuis quelques années. Jeff Lemire, il fait beaucoup de projets en indé, mais pas que. On est généralement content quand même de ce qu'il fait. Bien sûr, mais tu vois, par exemple, Killer Smile, c'était encore ça. C'était encore un papa avec une relation familiale compliquée, avec des souvenirs de l'enfance. Mais avec le Joker et Batman. Avec le Joker, mais ça donnait déjà une sorte de twist un peu différent. Que là, on quitte quand même la saga principale de Black Hammer, on sort de la ferme. Bah, c'est Reborn, quoi. Hein. Voilà, on sort de la ferme et qui était déjà une sorte de perspective plus heureuse, plus enthousiaste, plus. Mais d'ailleurs, c'est rappelé au début du numéro. Ouais. Et là, directement, bam, 15-20 ans plus tard, hop, allez hop, non, tu reviens en mode dépressif. Ouais. Bon, ça veut peut-être dire un truc sur le cycle perpétuel de la famille, de l'incapacité à briser la dépression, etc. Ou alors ça veut dire que Jeff Lemire... sur la dépression en elle-même, voilà. Qui est aussi un truc qui revient souvent par vague. Tout à fait. Ou alors ça veut dire que Jeff Lemire tourne en rond, et moi je me pose la question simplement de est-ce qu'il y avait un intérêt à continuer ce pan-là de la saga au-delà de la ferme par rapport justement au créa original, ou même si là pour le coup c'est toujours un peu la même chose. Oui, tu veux faire la ferme, c'est ça? Ouais, la ferme célébrité, du coup. Célébrité. C'est naze. Je suis désolé, pardon. Nul. Donc, tu vois, par rapport au fait de dépasser ce truc-là, je pense qu'il est plus créatif quand justement il s'approprie des profils de super-héros comme Skull Digger et Skeleton Boy, qui d'ailleurs n'est pas sorti en VF encore, je crois. Non, ça arrive en octobre. Voilà. Ouais, ça arrive en octobre, je crois. On en reparlera d'ici là. Où là, pour le coup, le fait de mélanger Batman, Punisher et un peu Etrigan aussi donne justement un goût un peu nouveau, une couleur un peu nouvelle. Et je suis quand même plus fan de Tony Sanjic que de Kathleen Yersky. Je suis désolé, je trouve pas ça très jojo. Il y a presque une forme de propos en plus, à la vue que tu réinventes le héros, mais qui est dans des bails familiaux de quarantenaire et tout ça, avec un mari du coup pas forcément présent, en tout cas présent sur certains aspects mais moins sur d'autres, moi qui me rappelle un peu ce que Millar a fait avec Patience Lee pour Kick-Ass, quoi. Ah ouais, tiens, c'est intéressant, effectivement. Ouais. Bah, après, c'est quand même, a priori, il y aura une ouverture plus métaphysique en fin de numéro, mais effectivement, c'est peut-être que c'est simplement une façon en fait d'écrire qui devient de plus en plus commune, parce qu'on avait quand même moins d'héroïnes avant et moins d'héroïnes de cet âge-là, et que maintenant que les profils commencent un peu à s'accumuler, on voit des similitudes. C'est un peu pareil le cas pour Barda dans Mr. Miracle quelque part. Ouais. Mais là, c'est vrai que voilà, moi je dirais si vous ne lisez pas tout ce que fait Jeff Lemire, si vous ne vous intéressez que à la saga Black Hammer, la continuation est pas déconnante, c'est effectivement toujours bien écrit. Je ne suis pas fan du dessin, mais c'est probablement que juste moi, comme d'habitude. Là, en l'occurrence, vraiment, moi, je dis, si vous êtes des gros fans de Jeff Lemire, c'est clairement pas un immanquable pour l'instant. C'est clairement pas, là, à mon avis, que la saga Black Hammer trouve ses nouvelles idées. J'ai très hâte de voir la prochaine série de l'été, qui sera une sorte de parodie des Titans, pour le coup, croisée avec The Unwritten ou les Runaways. Voilà, je sais pas, moi, je pense qu'on a... En plus, avec la fin de Age of Doom, qui était quand même assez dingo, enfin, genre, il faut le lire, hein, Age of Doom, vous allez voir, graphiquement, c'est un délire. Ça va très très loin en termes justement de métaphysique, en termes de... C'est vrai que là, ça pousse l'allégorie assez fort. Ce qu'on peut reprocher à Yersky, c'est que ça reste assez sage dans la mise en scène. Mais dans bien le sûr, découpage, mais comme le scénario, c'est classique. On dirait pas qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé. Même ces questions qu'on avait par rapport à l'Antigode et tout, qui ont quelque part en partie été résolues. Là, on part sur un truc qui est presque un peu timide, je trouve un peu timoré. Voilà, moi je n'ai pas été convaincu honnêtement, et ça me fait mal parce que je pousse justement Jeff Lemire depuis que j'ai découvert Animal Man il y a 10 ans. J'ai toujours aimé ce que Black a fait. Il a parfois eu des faiblesses, comme Quantum Age par exemple, une autre pan de Black Hammer qui était ratée, pour le coup vraiment ratée. Donc peut-être qu'il a besoin de repos, peut-être que c'est pas là qu'il devrait aller, ou peut-être simplement qu'en fait il a une angoisse familiale paternelle et qu'il n'arrive pas à la résoudre, et que donc tant qu'il l'aura pas, comme Tom King quelque part, qui maintenant commence enfin à se réinventer avec Rorschach. Rorschach n'est pas tu vois, parce qu'on peut quand même dire que Strange Adventures et Mr. Miracle voguent dans les mêmes eaux. Oui. Tu vois, c'est grosso modo la même série avec des variations intéressantes qui permettent de... Strange Adventures, un peu le pendant de DC Comics de Sheriff of Babylon aussi. Ouais, tout à fait. Complètement avec le côté militaire, etc. Mais maintenant, tu vois, Rorschach, par exemple, pose d'autres questions. Parce que justement, c'est pas ces personnages-là, ces personnages à lui, donc il va chercher ailleurs pour trouver de nouvelles idées. Là, peut-être que Jeff Lemire aurait besoin, comme pour Killer Smile, de prendre des personnages qui ne lui appartiennent pas. Mais c'est un peu le cas aussi de Black Hammer en général, sauf que là, Lucie est quand même vraiment une créa originale qui ne repose pas sur d'autres personnages de DC ou de Marvel précédents, contrairement au Black Hammer premier du nom. Donc peut-être que c'est ça, peut-être qu'il faudrait qu'il cherche encore une fois ailleurs, plutôt que de refaire comme pour Family Tree, qui était une histoire qui était assez mineure dans sa bibliographie, parce que c'est trop Jeff Lemire en fait. C'est trop facile pour lui de faire ça. Non mais c'est très beau, c'est toujours très beau. C'est comme Mark Millar, c'est toujours très beau. Mais il y a un... Quand t'es à ce sommet-là, tu vois, quand t'es dans le quatuor de tête avec Brian Kevogan, Rick Remender et Andrew Baker, et que t'es Jeff Lemire, et que t'as les Eisner que t'as, et que t'as la carrière que t'as, je pense que
t'as mieux à dire, entre guillemets, que juste une énième crise de la quarantaine dépressive dans une famille. À mon avis, tu peux le faire différemment. Snow Angel, c'est pareil, ça change de décor, par exemple. C'est intéressant, ça. Tu prends un nouveau mode de société, ça change pas grand-chose au fait que c'est encore des gamins sans mère et qui vont devoir prendre soin l'un de l'autre. Voilà, peut-être que c'est juste aussi une sorte de bout du tunnel et qu'il a besoin... parce que là, quand même, on voit que Black Hammer, c'est vraiment développé de manière assez exponentielle. Il y a l'anthologie, il y a les nombreuses mini-séries, il y a la possibilité donc de cette suite canonique qui va rester un tronc de fédération, ou alors est-ce que c'est pas juste une sorte de point final qu'il laisse pour Lucy parce que elle a été l'héroïne malgré elle entre guillemets de la côté de la ferme. Je sais pas, mais en tout cas personnellement je pense qu'il y a mieux à lire chez Black Hammer même en ce moment. Ok, très bien Corentin. Et donc on va conclure ce podcast avec ce Corentin Bougon. Voilà, puisqu'il est comme ça de temps en temps. Mais on espère quand même que ce podcast déjà vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez peut-être lu l'un ou l'autre de ces titres en VO. Et si vous ne l'avez pas fait, que vous allez vous y intéresser ou que vous voulez garder en tête en attendant une éventuelle sortie VF. On vous rappelle que le but des Baki Shows, c'est surtout simplement de titiller votre curiosité, de vous montrer un petit peu voilà, tout ce qui peut se faire de cool ou de moins cool dans la bande dessinée américaine. Donc voilà, il y a du super-héros bien entendu, mais il y a plein d'autres choses également et on continuera de vous en parler dans nos prochains podcasts. N'oubliez pas que vous pouvez partager l'émission, que c'est le meilleur moyen de la faire connaître et de la faire vivre sur les internets et pour la faire découvrir au plus grand nombre. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!